Donc, on a la chance d'avoir donc tous les protagonistes de ces magnifiques films, donc pour pouvoir discuter. Et donc, au fait, je voulais faire une petite précision. C'est parce que là, tout à l'heure, quand j'ai dit que c'était l'Institut français qui avait aussi commandé le film, au fait, ce avec quoi j'ai confondu, c'était que tout part, au fait, mais Luca, tu pourras nous en dire peut-être un mot, et Ernest, vous aussi, que, au fait, les choses sont parties, au fait, d'une personne qui travaille aussi à l'Institut français de Naples, Sybille Achuel, hein, qui y travaillait. Donc, peut-être quelques mots pour situer aussi cette séance carte blanche. Oui, bien sûr. Effectivement, le film n'a pas été commandé par l'Institut français, mais il y a une relation, un lien qui fait qu'on est tous là ensemble. C'est que le premier film que vous avez vu, en fait, n'est pas né en tant que film. C'est-à-dire que, tout simplement, comme le disait Ernest, quand j'étais allé à Naples, j'avais vu qu'après 25 ans, il y avait eu autant de gens qui se rappelaient de cette œuvre qui n'était plus sur les murs, mais qui continuait à vivre dans la mémoire des gens. Je me suis dit que ça aurait été bien de faire une fête avec les gens que j'avais rencontrés, avec Ernest, voilà, de faire quelque chose là-bas. Seulement, à ce moment-là, Ernest était très pris. Bon, à ce moment-là, toujours, hein, mais voilà, à ce moment-là, il ne pouvait pas. Et du coup, j'avais demandé à des copains, Matteo, Simone notamment, qui travaillaient déjà avec la vidéo, d'aller marquer le coup à Pâques, 25 ans après, pour voilà, vraiment faire résurgir à ces moments-là ces images. Du coup, on a fait ce film de manière très, très artisanale et très rapide. Ça a été tourné en 3 jours, voilà, avec une caméra. Du coup, voilà, ça explique un petit peu aussi le montage un peu brutal, mais voilà, en tout cas, c'était assez efficace. Et quand on a cherché à organiser l'année suivante cette fête, c'est à l'Institut français qu'on a rencontré cette personne voilà, magnifique qui est là, Sybille Achuel, qui nous a permis en fait le printemps suivant, la Pâques suivante, d'organiser un événement, projeter le film, rencontrer les Napolitains, faire une exposition photographique. Et c'est à travers toujours cette personne que quand Ernest a voulu partir à Naples pour coller son Pasolini dans le quartier de Scampia, on a eu le contact de Davide. Davide qui est un ami aussi d'Harry De Luca, que peut-être vous connaissez, un écrivain voilà, italien, très très bien, qui l'avait invité à l'Institut français pour faire une rencontre. Et du coup, Sybille a organisé sur sa terrasse, que d'ailleurs vous voyez parce que c'est là où le film s'ouvre avec cette vue imprenable sur le Vésuve, qu'on a rencontré Davide, qu'on a senti tout de suite voilà, que quelque chose se passait, c'est-à-dire cette Pasolini qui était une référence commune, cette idée et que finalement ces collages d'Ernest a pu être fait. D'ailleurs, Sybille voilà, nous a même hébergés chez elle. C'était voilà, le quartier général de Sikotzel et d'Ernest pendant le collage. Et à partir de ça, du coup, toute l'histoire a continué et d'une certaine manière, du coup, l'Institut français voilà, a gravité autour de notre projet, comme celui d'Ernest, parce que bon, Ernest aussi a eu affaire avec ouais, c'est simplement, je connaissais bien la Naples historique. Bien entendu, la première image qu'on voit collée dans Naples, le film commence avec ça. C'est à Santa Chiara, c'est là que Pasolini tourne le Decameron. Symboliquement, je souhaitais que ça commence là. Et puis, je savais que pour Scampia, on ne pouvait y aller, vraiment s'y inscrire, qu'avec quelqu'un qui y vit, quoi. Voilà. Et en effet, Sybille et la passion qu'a Davide pour Pasolini nous a permis d'avancer, quoi. En fait, ce qui est très très beau, je trouve, dans toutes ces mises en abîme, et effectivement, donc Ernest, vous le dites très clairement aussi, notamment dans le deuxième documentaire, il s'agit aussi de produire des signes, enfin, vous revendiquez les images en tant qu'images. Ensuite, la rencontre se fait avec Davide, qui produit aussi des images, et ensuite, il y a votre film à vous, donc Si Cosel. Donc c'est très intéressant de voir des personnes qui produisent les images et qui sont regardées par d'autres personnes qui produisent des images, et tout ça pose
la question effectivement de la représentation, aussi de la mémoire, de la sédimentation. C'est vrai que Naples, c'est une ville aussi qui s'enrichit de toutes ces couches successives de son histoire. Donc, et une chose que je trouve très très belle et qui se connecte vraiment par rapport à Pasolini, et tout à l'heure, Luca, tu disais que du coup, ça permettait de mettre Pasolini en action. Quelque chose que je trouve très très beau, là, c'est la transmission, en fait. Parce que là, on voit ce qui reste des images. Enfin, comme vous disiez, vous pensiez que c'était pas du tout enfin, que ça aurait disparu. Et là, enfin, c'est très émouvant de voir ce Don Alfonso, par exemple, qui a découpé cette image, qui l'a conservée. Donc, c'est tout ce qui reste comme ça, et c'est très beau. À un moment donné, dans le premier documentaire, une personne qui dit, les gens se sont dit, mais quelqu'un a pensé à nous. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose, c'est une apparition. C'est arrivé, au fait, en plus, comme vous collez le soir. Donc, c'est quelque chose qui advient, et on pense à vous. Et je trouve que tout le travail que fait David, et aussi avec la transmission, et avec vraiment une foi en la pédagogie, quelque part, ça ressuscite, voire même, parce qu'on pourrait dire que le Pasolini de la fin était assez pessimiste, même par rapport à des questions de transmission et de pédagogie. Un film comme Salo, ça fait le constat de l'impossibilité de transmettre. Et là, je trouve qu'il y a aussi des choses que David a dit dans le très beau livre Visage de Scampi, donc, qui a vu le jour grâce à votre rencontre. C'est qu'il faut être exigeant aussi avec les enfants. Donc c'est comme si c'était une façon de penser aux enfants aussi. Donc est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce rapport aux images, mais comme des choses qui adviennent et qui font que les personnes se disent oui, on pense à nous? Oui, oui. Bah, ces images, toutes ces images naissent vraiment des lieux. Hein. Je veux dire, je veux faire un peu très vite. Mes images naissent d'une double appréhension des lieux, d'une appréhension presque sensuelle, physique. Voilà, dans tous les lieux où j'ai collé des images, je suis très touché que ces gens, ils n'ont pas fait de casting, ils ont chopé les gens dans la rue comme ça, disent « Oh, mais ils connaissaient bien ». On voit que quand ils collaient une image, elle était à un endroit précis, elle avait du sens. Donc, j'ai toujours une appréhension de peintre ou de sculpteur, quoi. Hein. Chaque image que j'ai collée, je suis allé à toutes les heures de la journée voir comment la lumière fonctionne dessus. Je sais la texture du mur, sa couleur. Je sais comment on va la voir. Si on la découvre à l'angle d'une rue ou si on marche vers elle de très loin. Enfin, je sais tout ce qui se voit en rapport avec cette image, toute son appréhension. Mais je travaille beaucoup et beaucoup plus tout ce qui ne se voit pas dans le lieu. C'est-à-dire sa mémoire enfouie, sa force symbolique. Voilà. Et mes images, elles naissent de cette double appréhension, une appréhension plastique et puis une qui va travailler le lieu plastiquement, faire du lieu un espace plastique, et puis travailler le lieu au niveau de son histoire, de sa symbolique, de sa mémoire enfouie et tout ça. Et à Naples, c'est particulier parce qu'il y a des endroits où il y a 2000 ans d'histoire sur le mur. Je veux dire que il y a un agneau qui est collé sur un mur, le soubassement du mur est grec, les briques sont romaines, le murure est fait par les Espagnols à la fin du XVIIe. Je veux dire que sur 8 mètres, il y a presque 2000 ans, quoi. Et donc, mes images, elles se nourrissent de tout ça. Elles sont pas là par hasard, quoi, vraiment. Et à Naples, j'ai le sentiment d'avoir interrogé les mythologies grecques, les mythologies romaines, les mythologies chrétiennes, et notre temps et les problèmes d'aujourd'hui, quoi, en quelque sorte. Tout est à Naples. Il y a une espèce de relation au temps qu'il y a dans l'œuvre de Pasolini. Voilà, je veux dire, Pasolini, il appréhende les problèmes, je sais pas, dans Mamma Rome, hein, du problème du travail, du problème du logement, des problèmes très contemporains, et en même temps, il fait résonner Dante, Léopardi, il fait les grandes voix du passé, quoi. Je dirais, voilà. Et j'espère que mon travail fonctionne un peu de cette manière. Sinon, je reparlerai un peu de l'image aussi, quoi,
l'image pour qu'elle fasse signe. Après, je veux faire court parce qu'on a la chance d'avoir David et bon, il faut parler avec lui. Dans mes images, j'ai pensé à un moment là que j'en suis rentré. Elles sont traversées par une contradiction volontaire. Il faut qu'il y ait assez d'effets réels pour qu'elles soient présentes. J'ai dit qu'il y ait une espèce de présence qui est comme une rencontre physique. Et en même temps, c'est pour ça que j'aime pas dans le premier film, il y a une dame qui dit c'est que du trompe-l'œil. Justement, c'est le contraire. Je veux dire, il faut qu'il y ait assez d'effets réels pour qu'il y ait cette rencontre. Et en même temps, vous avez vu mon dessin, il y a le rectangle blanc de la feuille, il est en noir et blanc, il affirme qu'il est un signe, il affirme la fiction. Je veux dire que je citais Brecht, je montre que je montre, quoi. Et j'affirme que c'est une image. Et qu'il s'agit de choper toute la réalité là. Et je fais en sorte que la sensation que nous avons, la sensation présente quand on rencontre l'image, elle soit jamais séparée de l'histoire du lieu. Elle soit, voilà. Et donc, ouais, je disais, je montre que je montre, quoi. Hein, voilà. Et il y a cette idée-là. Voilà, je mets le signe. Et ça y a à plusieurs niveaux. Cette contradiction entre effet de réel, effet de distance, et la citation de la Pietà, c'est-à-dire dessiner Pasolini avec les jeans, les bottes, le t-shirt qu'on lui a trouvé. C'est-à-dire que si on a vu les photos de la police, c'est exact, c'est très précis. Donc il y a un côté très réaliste comme ça. Et en même temps, je fais référence à une Pietà. Vous voyez, voilà. Dans l'image même, il y a cette espèce de contradiction. Voilà. Et sans doute cette mise à distance qui est revendiquée est peut-être quelque chose de très napolitain aussi, parce qu'on l'a vu tout au long de ce programme, à quel point il y a une théâtralité, mais qui se donne à voir comme théâtralité dans ces films-là. Beaucoup de films d'ailleurs, enfin dans les grands classiques, là qu'on passe dans le cadre du programme avec Toto, se donnent à voir comme du spectacle. Il y a vraiment le rideau rouge, et il y a vraiment cette distanciation. Et donc le grand Eduardo de Filippo disait qu'à Naples, au fait, enfin, tout n'était que représentation, la vie était sa propre représentation. Donc peut-être que cette démarche brechtienne, au fait, comme vous disiez, ça fait écho aussi à cette tradition napolitaine qui est d'intégrer, enfin, la scène en soi, enfin, peut-être. Oui, tout à fait. Quand j'ai trouvé Naples, j'ai trouvé la ville pour mon travail, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas une ville où il s'inscrit mieux, quoi. Cette façon d'historiser les images, de les inscrire dans le temps, comme ça, et d'aller dialoguer avec Caravage, et en même temps, ça résonne chez les gens d'aujourd'hui. Là, vraiment, c'est le constat. C'est grâce à votre film que j'ai mesuré ça. Parce que le gamin, on comprend dans le film que le petit gamin qui dit Mamma Mia, qui a 8 ans, c'est le mec un peu gros comme ça, qu'on retrouve à peine 25 ans après, voilà, qui m'a arrêté. Il m'a arrêté il y a 3 semaines à Naples, il m'a arrêté dans la rue. Ouais, voilà. Bon, allez-y. Donc peut-être quelques mots, peut-être parce que tout part au fait d'un projet de recherche, au fait que toi tu menais justement pour voir ce qui restait, enfin quelles étaient les réminiscences, quelles étaient les strates, qu'est-ce qui restait pour les Napolitains de ces collages faits 25 ans avant. Est-ce que tu peux parler de la genèse et puis après nous dire aussi peut-être quelques mots de la formation du collectif Psychosel les uns les autres? Alors, déjà, pour rebondir sur ce que disait Ernest par rapport à la représentation, effectivement, si vous allez à Naples, vous avez des représentations partout. C'est-à-dire qu'à chaque coin de rue, il y a un hôtel avec 3000 petites images. Voilà, les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire, voilà. En fait, il y a une relation à la vie et à la mort, qui passe aussi beaucoup par l'image. C'est-à-dire que l'image rend présent, même après la mort, des âmes, des personnes en fait, qui ne sont plus là, mais qui le restent, en fait. Et qui le restent non seulement de manière privée,
dans la dimension privée des gens, mais aussi dans la dimension publique. C'est-à-dire que la mort est affichée, elle est présente. Et dans cette dimension des théâtralités aussi, c'est un anecdote qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un théâtre qui cherche à mettre, à faire de la représentation une présence quand même. Par exemple, Pasolini qui a été collé à Scampia, il a été protégé par les gens. Il a été, c'est lui qui est sur le balcon, il est encore là. C'est les habitants de cette maison qui ont passé en fait un vernis pour que le temps ne passe pas, malgré les efforts d'Ernest à faire que son œuvre soit éphémère. Et aussi le Pasolini qui a été collé sur demande d'ailleurs de Davide sur ce mur bleu azur en fait qui se trouve juste à côté de la porte d'une salle où les gens se retrouvent pour jouer à la tombola par exemple ou à des jeux collectifs. Il a été illuminé, voilà, et du coup ça devient une icône, voilà, une présence, voilà, un poète qui est autant représentation, qui est autant parole, mais qui est aussi chair, c'est-à-dire qui est là, qui est quelqu'un. Et d'une certaine manière, en allant à Scampia, je pense qu'Ernest, tu as réussi à ramener Pasolini où il aimait bien être, voilà. Et c'est là aussi. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un journal de Scampia qui avait écrit ça, qui avait écrit, j'avais découpé, les images de Pasolini dans la Naples historique seront peut-être déchirées, mais à Scampia, elles resteront parce que Pasolini était un des nôtres. Ouais. Absolument. Et du coup, et ça devient, dans l'idée de transmission aussi, que David incarne un moyen pour parler de certaines choses, pour faire comprendre qu'il y a des personnes qui ont pensé aussi ces périphéries d'une manière qui est différente par rapport à celle dans laquelle on peut les penser de manière un peu stéréotypée, comme puissance, comme potentialité et pas comme perdition, disons, et négation d'une possibilité, au contraire. Ce lieu de marginalité, c'est-à-dire, j'ai pensé Scampia, parce qu'à Rome, nous n'avons pas trouvé ces lieux de marginalité qu'on trouve dans Mama Roma ou dans Acatone. Ils n'y sont plus, ou en tout cas, on ne les a pas retrouvés, ils ont été transformés. Il y avait une grande transformation. Et il manquait dans cette espèce de suite de signes que je voulais, en allant à Matera, tout ça. Et il manquait cette zone-là de marginalité qui est importante dans l'œuvre de Pasolini. Et je me suis dit, c'est Scampia qui correspond. Et c'est ce que dit très bien dans le film Davide. Donc peut-être juste un mot, Laurent. Donc par rapport à, vous êtes donc consul de France à Naples depuis septembre 2018, je crois. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait effectivement d'hériter de toute cette ville et avec cet institut français donc qui fête ses 100 ans. Hein, voilà. D'abord, moi, je me pose effectivement la question de savoir si les œuvres délibérément éphémères d'Ernest, éphémères dans leur matérialité, puisque elle reste sous forme de photos, de films et dans la mémoire des gens qui les voient. Ce qu'ils ont été venus à Scampia, parce qu'il y a un contre-exemple qui est justement dans l'escalier monumental de l'Institut français de Naples, où il reste de manière pérenne une œuvre, un Pulcinella d'Ernest, et on va essayer de faire en sorte que... Effectivement, quand on franchit... il demeure. Ouais, la porte de cet institut et qu'on voit effectivement Pulcinella, c'est extrêmement frappant. Mais donc effectivement, il y a une œuvre d'Ernest Pignon-Ernest à l'intérieur. Là. Ouais, voilà. Non, mais l'institut a été effectivement pour moi une base vraiment avec ses différents directeurs, Jean Digne et Schifano, qui m'ont accueilli là. J'ai mis mes images au point à l'Institut français, vraiment. Peut-être pour parler justement plus précisément de Scampia avec David et de cette façon de se retrouver aussi autour de la figure de Pasolini et d'incarner des images, parce que justement tu parlais des potentialités pour que les images portent aussi des avenirs et qu'elles ne soient pas figées. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont assisté tout à l'heure à la rencontre avec David, mais il est question aussi justement de pouvoir produire des images, mais qui ne chosifient pas, au fait, les personnes
qu'on représente. Donc, et ce que je trouve très fort dans le documentaire, donc dans le vôtre, au moment où on voit Ernest en train de faire ses collages à Scampia, au fait, on découvre des jeunes hommes qui sont en train de regarder. Donc, je trouve que c'est très beau de les mettre en scène dans une situation aussi de spectateurs qui voient ce qui se produit, parce que peut-être que tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec des stéréotypes et des clichés qui réifient, etc., par rapport à la ville de Naples et par rapport à la périphérie, c'est peut-être des images qui figent, mais qui offrent aucun devenir, au fait. Donc peut-être on peut poser une question à Davide sur ces images qui captent quelque chose, mais qui n'emprisonnent pas. Mais alors, est-ce que Luca, tu veux bien traduire ? La question, c'est comment est-ce qu'on fait les images, enfin, comment est-ce qu'on fait des images de manière à pouvoir transcender ce schéma qui réifie au fait les portraits, parce que là on voit les portraits de Davide qui sont très poignants, et par rapport Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Fate domande. Sì. Fotografia. Come scarti il fatto di fare delle immagini che bloccano, tipo stereotipi, per esempio i bambini, no? Cioè tu fai un'immagine, puoi bloccarla quando fai la foto, la blocchi, no? Come invece come un'immagine sì, può essere invece una base di potere, di possibilità e non di stereotipo. Proprio a me mi mettono in difficoltà. No, la fotografia, diciamo che oltre a ricordare quando si va a guardarla, per me è un modo di fermare un qualcosa che ritrae la storia, ritrae il dolore, l'esigenza di un qualcos'altro che ancora non c'è, questo per quanto riguarda i bambini. E quindi, per esempio, a me interessa parecchio riuscire a mettere a fuoco la luce degli occhi dei bambini. Se sbaglio una foto, cioè che non viene questa cosa, non mi interessa la fotografia. E quindi la prima, si è sempre detto, ma secondo me è una cavolata, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Non voglio dire questo. Gli occhi, diciamo, per quello che diciamo sprigionano o che vogliono dire, ti mettono all'angolo, ti mettono in difficoltà. Ecco, per esempio, a me piace mettere in difficoltà, piace disturbare la quiete, la pace, no? Quando troppe cose non vanno bene e noi stiamo troppo tranquilli, ma mi dite se siamo della giusta umanità che dobbiamo essere, sì o no? No, anche rispetto al vostro paese, per come stanno andando le cose. Qualcosa non sta funzionando. Probabilmente sta venendo a mancare quello che esalta di più la nobiltà della persona, appunto la nobiltà, no? L'umanità. Ci stiamo un po' disumanizzando, probabilmente. Abbiamo qualcosa che ha ucciso il desiderio della vita, e forse sono gli oggetti, che troppi ne abbiamo e che non valgono e non contano, non ci dicono niente. Non lo so. Però la foto... ma loro mi stanno capendo, posso parlare pure in napoletano, pensa che voi mi capite. No, vabbè.
No, secondo me dobbiamo tornare al gesto, dobbiamo tornare alla stretta di mano, all'aggancio, no? Per esempio, Pasolini non era Pasolini diventava poesia dal momento che la sua poesia diventava azione. Cioè la parola che si spezza, si condivide, la poesia spezzata. La parola che diventa azione, è così, la parola è azione, dovrebbe essere azione. Gramsci, Danilo Dolci, Martin Luther King, Gandhi, Christian Bobin, io vi invidio perché avete Christian Bobin, vi invidio perché avete Ernest. Noi che abbiamo a Napoli? Noi abbiamo avuto, oggi c'è rimasto poco. Vabbè, comunque sì. Merci à Ouais, Luca. pour ceux qui n'avaient pas encore participé à la visite de Davide, voilà, il ne faut pas s'étonner. Hein, c'est pas une traduction simultanée, c'est une traduction après 5 minutes. Mais voilà, j'espère de quand même réussir à traduire ce qu'il a dit. En tout cas, voilà, c'est pour répondre à la question de Zeynep, la photo, dans la photo, Davide cherche à représenter un instant de l'histoire. Alors l'histoire, en fait, c'est quelque chose qui relève du passé, mais qui relève aussi d'une potentialité d'un futur. Et du coup, ça peut être de la douleur, mais ça peut être aussi le reflet d'une possibilité que Davide cherche à mettre à feu, on dit ça, à focaliser, mettre à fuoco, comme on dit. En perspective. À mettre au point, exactement, merci. À mettre au point dans les yeux des enfants. En fait, une photo qui marche pour Davide, c'est une photo dans laquelle les yeux de ses enfants sont à point, sont mis à point. Et en fait, dans ces reflets, on peut lire, quand la photo est bonne, et quand du coup la représentation est bonne, une exigence de quelque chose qui n'est pas encore là. Et c'est ça en fait la possibilité dont on parlait que Pasolini incarnait aussi. Et c'est pas pour dire que les yeux sont le reflet de l'âme des yeux, des enfants, des gens. C'est pas vraiment ça. C'est plus vraiment essayer de. Et je pense aussi, c'est un miroir en fait pour Davide aussi, c'est-à-dire l'adulte qui cherche finalement dans les yeux de ses enfants qui ont été lui-même, qu'il a été aussi, un futur qu'il n'a pas forcément eu. Vous voyez, en fait, il y a ça aussi. Et ces yeux, c'est des yeux qui doivent mettre en difficulté. En fait, ce que Davide veut faire, ce qu'il estime être de la poésie, qu'il retrouve dans le travail de Pasolini, dans le travail de Bobin aussi, d'Ernest bien sûr, c'est le fait de déranger. C'est quelque chose, en fait, c'est une présence qui interpelle, qui dérange la paix. Et quand il y a trop de choses qui ne vont pas et qu'on se sent bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, en ces moments, peut-être, et il disait aussi en France, bon, il y a plein de choses qui se passent, peut-être ce qui manque, c'est de considérer la nobilité de l'homme, la noblesse, pardon. C'est-à-dire l'essence qui, dans un processus qui était cité aussi par Ernest et qui relève, que Pasolini avait dénoncé déjà dans sa réflexion, cette réification, cette consommation en fait fait perdre la dimension d'humanité qui peut nous décrire en fait dans les relations qu'on a les uns les autres. Et du coup, il faut retrouver cette relation dans le geste, dans la prise de main, voilà, dans le se serrer les mains. Et en fait, dans cette idée qui est un petit peu comment dire, métaphorique, il y a aussi au contraire quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire que prendre la main de quelqu'un, ça veut dire le considérer.
Et du coup, c'est ce que, en tout cas, cherche à faire Davide. Et Pasolini, du coup, devient Pasolini quand sa parole devient action. Et c'est pour ça aussi que l'action d'Ernest devient aussi importante à Scampia. Et pas qu'à Scampia, mais voilà, à Scampia, grâce aussi à la présence de Davide, ça résonne et ça devient un miroir en fait. Parce que la poésie, c'est action. Et Gramsci, Danilo Dolci, Bobin et Ernest, bien sûr, que Davide vous envie en tant que Français, voilà, représente tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, je vais vous apporter le micro. Ciao. Bonsoir, je voudrais vous parler de La Pasqua. Bravo si vous avez tourné ce film en 3 jours, c'est vraiment exceptionnel, bravo. Et dans ce film, La Pasqua, plusieurs personnes parlent de Immagini di sofferenze à propos des dessins de M. Pignon Ernest. Come soffriva la città in quei tempi. Alors, comme image de souffrance, comme souffrait la ville à l'époque, dans les années 85-90. Est-ce que è cambiata tanto la città? Est-ce que la ville a tellement changé depuis 30 ans? Io non c'ero. Si je me pose la question de savoir si depuis 30 ans ça a changé, c'est ça? Oui, c'est en fait entre les années 80 et aujourd'hui. La situation des gens s'est améliorée. Ouais, non, je ne suis pas resté assez longtemps là depuis 30 ans pour apprécier ça. Je suis un peu inquiet, mais c'est vraiment, je suis resté que quelques jours. Actuellement, il y a une exposition à l'Institut français de mes travaux d'il y a 25 ans et une exposition à l'église des âmes du purgatoire du travail que j'ai fait, que j'ai fait à partir des textes des grandes mystiques chrétiennes. Il y a 2 expositions en ce moment à Naples. Mais je suis pas... Il y a une chose qui m'a beaucoup inquiété à Naples, hein, et je trouve que Pasolini a annoncé, c'est une espèce de... Je ne sais pas si c'est le mot juste, d'acculturation, quoi. Je veux dire qu'il y a quelques années, quand je collais, même les gens les plus démunis que j'ai rencontrés, pas des gens comme je collais la nuit, je rencontrais, il y a un des types qui est dans le premier film, c'est un loulou, quoi, vraiment pas clair, vraiment tout ça. Donc, mais j'ai rencontré des petits voleurs la nuit et tout ça. Il y a notamment une nuit, un voleur, vraiment, il m'a fait monter sur sa Vespa et il m'a fait faire le tour dans le quartier, dans son quartier, pour me montrer où, dans les façades, il y avait des bouts grecs ou des bouts romains et des choses comme ça. Vous voyez, je veux dire, une espèce de fierté, de conscience de ces 2000 ans d'histoire que porte cette ville, vraiment. Ouais, une fierté, vraiment. Type, pouvez-vous parler de Virgile sans savoir s'il a été il y a 2000 ans ou il y a au 19e, mais cette... proximité avec l'histoire, cette simultanéité du temps comme ça qu'il y a à Naples. Et là, j'ai vu des dégradations par les graphes, les tags et tout, qui témoignent d'un recul culturel. C'est pas possible que quelqu'un salope le palais San Severo quand on sait ce qu'il représente. Quand j'ai collé l'image sur le palais San Severo, on la voit, c'est un corps qui sort du soupirail comme ça. Le gars, Pasquale Capano, qu'on voit dans le film, qui dit que les images sortaient des murs, il était avec moi, il m'a dit, là je touche pas le mur, je colle pas sur ces murs, c'est trop dangereux. Vous voyez, je veux dire, parce que c'est le palais, le prince di Sangro, c'est celui de la chapelle San Severo, pour ceux qui connaissent Naples, il est considéré comme un alchimiste, comme un homme mystérieux, et il n'a pas voulu toucher au mur. Vous voyez, je veux dire, il y a ces superstitions très fortes, très présentes à Naples. Et là, il y a des petits cons qui salopent le palais San Severo avec des trucs nuls, quoi, avec des graphes qui sont les mêmes qu'on voit partout dans le monde, ou l'église de Santa Chiara, où Pasolini tourne le Decameron. Comment un type peut aller bomber? Moi, vous vous doutez, je ne suis pas contre l'art dans la rue, quoi. Je veux dire, certains se réclament même de mon travail. Je trouve que c'est un signe inquiétant. Je crois qu'il y a un recul culturel
Pasolini, dans certains de ses textes, dit, mettons dans les textes sur la télévision, il dit la télévision va faire plus de mal à notre culture que n'a fait le fascisme. Et dans un sens, je crois que c'est vrai. Et pour rebondir sur, justement sur ces questions de sentiment d'appartenance à une histoire, à un lieu, etc., en fait, je voulais poser notamment une question à Davide. Il dit une très belle chose dans Si je reviens. Il dit que c'est très très bien que vous colliez donc, ces images de Pasolini à Scampia parce qu'il faut faire venir le centre vers la périphérie. Il dit. Donc, je voudrais poser une question à Davide par rapport à comment est-ce que, justement, ce sentiment d'appartenance même à l'histoire de Naples, bon, Ernest nous dit qu'il constate effectivement qu'il y a une acculturation et que ça se dégrade au niveau de Naples, mais comment est-ce que ça s'articule pour les personnes qui sont à Scampia et comment est-ce que ces personnes se situent à Naples, enfin, par rapport à Naples? Est-ce qu'il y a ce sentiment d'être à la périphérie et d'appartenance aussi à cette histoire? Parce qu'on voit bien que enfin, les constructions, les voiles, donc les velles enfin, qu'on voit dans les photos de David et qui sont maintenant très connues par le film Gomorra et puis bon, par la série aussi. Mais donc, comment est-ce que quand on est déjà renvoyé à la périphérie, comment est-ce qu'on se situe par rapport à cette histoire-là? Sì. Diciamo che oggi Scampia è diventato un posto leggendario. Siamo famosi. Siamo famosi, eppure Scampia fino a pochi anni fa era il posto, diciamo il non luogo che nessuno voleva vedere, nessuno voleva visitare. Ma questo non solo per colpa, diciamo, in qualche modo di, lo posso dire, so quello che dico, di Gomorra, ma anche per colpa dei napoletani, di alcuni napoletani. Ci sono due Napoli che non si incontrano, il centro e la periferia. Qualcuno ha detto ma i problemi che c'erano allora quando Ernest è venuto a Napoli, io pensavo che forse prima del 74, poi ho chiesto, mi hanno detto negli anni 80. Allora ci sono dei problemi che ci sono ancora oggi, ci sono dei problemi che Napoli non risolve. Proprio uno per l'appunto questo qua, il centro e il centro storico non viene in periferia, non si viene a incontrare con quella parte di Napoli che è chiamata la malamente, no, la Napoli malamente, che siamo noi. E poi, per esempio, un ragazzo come me, Davide Cerullo, il fatto che qualcuno abbia voluto credere che io mi potevo recuperare, mi potevo salvare, è stato importante, perché proprio io, che per tanti ero irrecuperabile, oggi sono qua e so parlare un po' italiano, e so mettere insieme due parole e dire qualcosa, magari nessuno l'avrebbe mai pensato. Eppure vi posso dire che noi siamo la parte migliore di Napoli. E sto parlando io da napoletano. Io sono un napoletano di origine controllata. Sono un napoletano doc. E San Gennaro a Scampia avrebbe durato di meno di quanto è durato Pasolini. Pasolini sta ancora a Scampia. C'è ancora l'immagine di Pasolini. Pensate, a Napoli l'hanno strappato in pochi giorni. Capite? Però oggi cosa sta succedendo? Oggi si stanno formando le periferie nel centro di Napoli. Forcella è diventato periferia, perché a Napoli è stata tolta una cosa importante. A Napoli non è stata tolta la speranza,
A Napoli, ai giovani di Napoli, ai ragazzi, ai bambini ancora peggio, gli è stata tolta la possibilità di poter sperare, che è molto di più, è molto di più. Napoli è la città più bella dell'universo, si può dire quello che... E lo sto dicendo io che sono di Napoli, amo la mia città, ma non basta. Non basta. La qualità di un popolo, la dignità di un popolo, con cosa si misura? Con cosa si vede? Con cosa si misura? Come tratta, in base a come tratta quelli che non si possono difendere. E lo stesso problema ce l'avete voi. Attenzione. È la verità, no? Capite? E allora questa appartenenza, la domanda che facevi tu, noi con Napoli persone la sentiamo poco, perché quella parte di Napoli non si vuole accostare all'umanità di Scampia, perché la considera, e quindi un po' per colpa di alcuni napoletani, un po' dell'assenza totale. È vera questa cosa, lo Stato ha fatto il doppio disastro, un po' questa Napoli buona, diciamo, la Napoli bene, che non si vuole incontrare con la Napoli malamente, e un po' l'assenza dello Stato. Comunque ci siamo rifatti, stiamo risorgendo in qualche modo. Stiamo dimostrando che forse veramente siamo la parte migliore. E ve lo dico a voi, non abbiate paura di venire a Scampia. Quando verrete a Scampia, poi andrete a Napoli. E quando andrete a Napoli io vi dirò, state attenti. Se venite a Scampia non ci sta nessun problema, che tanto a Scampia comando io. Quando verrete, toccherete con mano un'umanità unica. E a Scampia, l'ultima cosa si impara a Scampia? Si impara a vivere, amici. Si impara a vivere. Ed è una cosa che non viene fuori da Gomorra, dal male assoluto dove non si può salvare nessuno. E invece io ce l'ho fatta. E molti meglio di me ce l'hanno fatta, molto meglio di me. Est-ce que je veux juste raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, qui va un peu dans ce sens-là. Il y a un échange qui était fait avec entre l'Institut français, des écoles de Scampia. Et donc je suis rentré en relation avec la proviseur d'un lycée de Scampia qui m'a appelé il y a un mois pour me dire qu'il avait un groupe d'élèves. C'est une proviseure formidable. Ces élèves apprennent le français très bien. Ils ont fait un voyage d'études à Paris. Ils étaient logés dans un hôtel Gare du Nord. Et un soir, en allant dans le restaurant Boulevard de la Chapelle, où ils dînaient tous les soirs, ils se sont fait plus ou moins agresser par un groupe dans les parages de la Gare du Nord, comme ça peut habiter à n'importe qui, comme vous le savez. Et donc le lendemain matin, toutes les mères des lycéens de Scampia étaient devant le bureau de la directrice en lui disant « Mais comment vous avez fait pour envoyer nos enfants dans un endroit aussi dangereux que Paris? C'est vraiment de la folie. » Donc voilà, la relation entre Naples et Scampia, et Paris et Scampia, il faut se représenter qu'elle fonctionne dans de manière parfois un peu paradoxale. Oui, absolument. En fait, il y a toujours cette dialectique qui peut être renversée à tout moment. En tout cas, Scampia aujourd'hui, vous le savez, c'est un endroit assez légendaire. Voilà, c'est un peu. Il y a une mythologie de Scampia. Il dit, on est célèbre. On est célèbre et cela dit, jusqu'à il y a peu de temps, en fait, c'était des lieux où on n'avait aucune envie
d'aller. Peut-être maintenant aussi, hein, parce que bon, ils sont célèbres, mais pas forcément d'une bonne façon, mais avant c'était un non-lieu. C'était un endroit voilà, qui n'existait pas d'une certaine manière. Et c'est grâce à ça aussi peut-être que la Camorra a pu se développer autant. Maintenant, c'est un lieu qui est très défini, même trop. Et en fait, c'est un lieu qui est aussi défini, même défini, c'est le bon terme, parce qu'il y a une définition pour cette partie de Naples, c'est la Naples malamente, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le traduire, mauvaisement, voilà, c'est un adverbe de... Malamente, non, c'est une espèce d'adverbe de... non. C'est une façon d'être, voilà, c'est un espèce de adjectif d'être mauvais en fait, mais dans l'action. C'est un peu un present continuous, voilà, un adjectif. Du coup, voilà, c'est le mal incarné, si vous voulez, c'est le mal qui avance. Et bien sûr, c'est à cause des représentations qu'on y fait, hein, des représentations médiatiques, mais c'est une représentation aussi qui vient d'une autre Naples, qui est celle du centre. À Naples, il y a deux villes. Il y a une ville qui est la Napoli Bene, la belle Naples, et la ville qui est la Napoli Malamente, la Napoli mauvaise. Et ces deux villes, le centre et la banlieue, qui ne se rencontrent jamais. Et il y a quelqu'un dans le public qui demandait, voilà, dans les années 80, en fait, évoquer en tout cas la dimension douloureuse de Naples. Et David a dit, bon, en fait, dans les années 80 et aujourd'hui, il y a un petit peu les mêmes problèmes à Naples. Et l'un de ces problèmes, c'est que le centre ne va jamais dans la banlieue. Naples, la Naples malamente, c'est-à-dire nous, voilà, Davide, Francesco et les enfants de Scampia, sont considérés comme des gens un petit peu intouchables. Hein. Et malgré tout, en fait, un jeune homme comme moi, comme Davide, a pu sortir de cette dialectique grâce au fait que quelqu'un d'autre puisse le penser autrement. C'est grâce à ça, en fait, à une représentation qui devient possibilité, qu'il a pu, en fait, se sauver. Et c'est important, en fait, que ça existait, parce que même une personne, même deux personnes, même trois personnes qu'il a pu rencontrer ont permis de sortir de cette idée qu'il y a une partie de Naples qui est récupérable. En fait, les irrécupérables, voilà, n'existent pas. Il est là, ici, ce soir, voilà, il parle italien, il arrive à faire à mettre quelques mots les uns après les autres, même beaucoup. Et du coup, d'une certaine manière, il dit, voilà, en fait, c'est nous, la Napoli malamente, la meilleure partie de Naples. Et il dit ça, bon, de manière un petit peu chauviniste, mais il n'a pas tort, je pense. Et en tant que napolitain en doc, il dit aussi que la présence de Pasolini, la permanence, la persistance, disons, de cette figure collée par Pasolini, qui a duré beaucoup plus de celle collée dans le centre historique de Naples, témoigne aussi de ça. Et la chose qui a changé un petit peu par rapport aux années 80, c'est qu'aujourd'hui, il y a des périphéries, en fait des parties du centre historique qui deviennent des périphéries. Il y a Forcella, il y a des quartiers en fait qui sont de plus en plus exclus, qui étaient déjà populaires, mais qui deviennent en fait, voilà, sur lesquels on colle aussi des images, voilà, qui représentent, voilà, une Napoli malamente là-dedans aussi, qui existe, hein, mais voilà, qui fixe, qui fige. Bah, si on pense à Piranhas aussi, voilà, c'est quelque chose qui se passe dans le centre, pas dans la périphérie. Et en fait, dans ces représentations qui partent de la réalité, mais qui la figent dans quelque chose de complètement mauvais, on enlève la possibilité du changement, et non seulement la possibilité d'un espoir, mais la possibilité de pouvoir espérer quelque chose. C'est quelque chose de différent. Et du coup, les enfants de Scampia ou les enfants du centre historique de ces quartiers deviennent, en fait, ils sont expropriés de la possibilité même d'espérer dans quelque chose. Et
la dignité en fait d'un peuple, comment on peut la mesurer? On peut la mesurer seulement dans la façon avec laquelle ce peuple traite les gens qui ne peuvent pas se défendre en fait. Et c'est avec ces personnes qui au contraire faut être le plus attentif, qu'il faut penser. Et j'ajoute une chose parce que Ernest il colle son Pasolini sous une écriture d'une poésie de Danilo Dolci qui dit Ciascuno può crescere solo se sognato. Chacun peut grandir seulement si rêvé, si quelqu'un le rêve. Voilà, ça c'est aussi la représentation en fait et la possibilité de grandir différemment qui part du regard de quelqu'un d'autre. Et en fait, cette séparation, disons, entre les deux Naples est aggravée par l'absence aussi d'un État qui donne des droits de base en fait aux gens de Scampia, tels qu'un travail ou en tout cas des infrastructures qui puissent en fait faire rendre des voiles moins des ghettos. Et du coup, il faut briser ce mur de représentation par la connaissance directe de ces lieux. Du coup, il ne faut pas avoir peur d'aller à Scampia. Il ne faut pas, par contre, aller à Scampia en pensant de faire un tour touristique pour voir les voiles et faire des photos devant la maison du dernier méchant de Gomorra. Mais il faut aller à Scampia et rencontrer les gens, parler et à travers eux, en fait, connaître une réalité qui est tellement intense et humaine qui est très très rare. Et ça, je pense que Ernest, comme nous aussi, on peut le témoigner. C'est-à-dire qu'à Scampia, voilà, il y a une dimension d'humanité qu'on peut percer dans l'air. En fait. Voilà, c'est comme s'il y avait une accumulation incroyable. Et pour terminer, du coup, Davide disait qu'en fait, en allant à Scampia, on apprend à vivre. Et c'est en considérant du coup cette possibilité qu'on peut permettre aux gens qui habitent, aux enfants notamment, de sortir du mal absolu dans lequel ils sont renfermés par les autres. Merci beaucoup, bravo Lucas. Je voulais juste ajouter une anecdote concernant ce rapport centre-périphérie, puisque finalement notre travail a aussi consisté à boucler la boucle, c'est-à-dire de s'inscrire dans la démarche de Pasolini qui parle beaucoup des périphéries, des marges, de s'inscrire dans le travail d'Ernest, puisqu'on l'a suivi aussi dans ces quartiers, et puis d'essayer d'incarner ce que dit Davide dans le film, d'amener la belle Naples en périphérie. Et donc nous, on a organisé en 2016, je crois, ou 2017, une projection de Setorno dans les voiles, dans l'espace central, cette espèce de sous-sol un peu garage que vous voyez dans le film. C'est la seule projection qu'on a fait. Non, on a fait une deuxième récemment, à l'Institut. Ah, c'était pas à Setorno, d'accord. Et donc c'était un vrai pari parce que donc on a dû effectivement contacter des partenaires, des gens qui font partie des médias pour essayer d'amener le plus de personnes à Scampia. C'était vraiment pas gagné. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a eu pas mal de déceptions au niveau de la commune de Scampia qui devait à la fois nettoyer les lieux, nous prêter des chaises, enfin tout ça qui est un peu tombé à l'eau au dernier moment. On a réussi à récupérer des choses, mais c'était assez compliqué. Et finalement, on a quand même eu une centaine de personnes qui sont venues. Et il y avait 50-50 des habitants, beaucoup d'enfants et des gens du centre de Naples, du milieu culturel, qui sont venus jusque-là. Donc c'était une belle réussite. Et du coup, on a pu... C'était très beau, l'inscription, là. Parce que la commune n'a pas porté les chaises. Ce sont tous les gens qui ont descendu les chaises. Et dans un sens, ça faisait qu'ils s'inscrivaient dans le projet. Et certains ont descendu des gâteaux, des pâtisseries. Voilà. C'était très émouvant, vraiment. Ces gens qu'on dépeint, on nous dit il ne faut surtout pas aller là-bas, ils sont très dangereux. Mais vous l'avez vu dans le film quand ils font les glaces. C'est des endroits où on nous a dit mais n'allez pas là-bas, c'est pas possible, c'est trop dangereux.
une espèce d'humanité, de chaleur, de fraternité, comme ça, magnifique. Cette soirée-là, tu as raison, était magnifique. Est-ce qu'il y a alors il y a d'autres questions dans la salle? Je vous apporte le micro. Merci, bonsoir. Tout d'abord, aujourd'hui, j'ai fait une découverte énorme. Et c'est cette grande artiste, vraiment, que ça m'a touché profondément. Et grâce aussi à ce documentaire, qu'il est, j'estime, très, très précieux. Vraiment, parce qu'il met en valeur cet artiste, cet homme, cette sensibilité. Et donc, merci tout d'abord pour ce travail, qui en plus, il touche deux personnages qui ils me sont beaucoup chers, sont, je crois, chers pas seulement à moi, qui sont Caravage et qui sont Pasolini, et qui sont des choses en commun. Ils sont deux personnages qui mettent en lien le peuple, le bas, avec le haut, la culture, ce qui est plus médiatisé. Et Caravage, il le faisait dans les cours. Pasolini, il le faisait même à la télé. Et Pasolini avait i suoi ragazzi. Je suis italien, hein? Excusez-moi l'accent. En plus, je suis sicilien. Donc, je voulais te dire, tu dois dire qualcosa, David. Parce que, en fait, je suis un peu perturbé, parce qu'il y a ce lien entre les bas et entre les hauts, entre la périphérie et entre le centre. Il y avait la périphérie aussi dans les images qui représentaient Caravage et dans les garçons qui représentaient Caravage. D'où venaient ces garçons? Les garçons de Caravage, c'est les garçons de la périphérie. Et i ragazzi di Pasolini aussi. Il y avait un lien carnal, un lien intellectuel qui, bon, le peuple venait représenté par les deux dans la culture. Après, en fait, Davide, en fait, la periferia e il centro è un problema diffuso. A Parigi io vivo a Parigi, ho vissuto quasi tutta la mia vita a Catania. Sono problemi abbastanza comuni. Bah, je peux parler français, tu me comprends un peu, non? Si tu parles napolitain, tu peux parler le français aussi. Et en fait, il y a des liens dans toutes les villes, comme Naples, comme Catane, comme Paris, entre ces graves problèmes de manque de connexion entre la banlieue, la périphérie et les centres-villes. Aussi à Paris, il y a les 16e arrondissement, les 15e, mais après il y a Stan, il y a Saint-Denis, bon, enfin, Catania, il y a Librino, San Cristoforo, après il y a aussi Corse Italia. Bon, enfin, pour ça, je veux bien revenir à l'importance de ce qui s'était représenté aujourd'hui, grâce à Ernest, grâce à ce documentaire. Et c'est revenir à Pasolini, qui, en fait, il met en connexion la périphérie, qui ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème que déjà Pasolini il voyait très bien, et que c'est un problème que Pasolini explique avec une défaillance du capitalisme, et que aussi il est très, très, très fortement représenté dans l'actualité bouleversante de Pasolini. Aujourd'hui, en Italie, nous avons Casa Pound, on a des fascismes qui avancent, et Pasolini, c'était tout ce qu'il craintait. Tout ce qu'il craintait. Aujourd'hui, c'est d'actualité aberrante, je dirais. Donc, merci Ernest, merci Luca. Je suis vraiment touché. Je rajoute seulement un petit commentaire. Moi, je suis pas photographe, je suis pas
metteur en scène, je ne suis pas peintre, je suis musicien. Et cette œuvre de la mère qui porte son fils dans les bras, ça m'a donné une image sonore, et c'est l'image d'un Stabat Mater. Un Stabat Mater où il y a une mère qui porte les fils. Seulement que dans la mère, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et aussi dans les fils, qu'il était reconnu par les gens de la Vela. Non, ils l'ont reconnu tout de suite. Ça, c'est Jésus, ils ont dit. Dans cette mère qui porte les fils, il y a quelque chose. En plus, il n'y a pas seulement les Dolorosa, il n'y a pas seulement les Lacrimosa du Stabat Mater, mais il y a aussi un très fort sens de revendication. Merci, vraiment merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va devoir conclure rapidement, mais ensuite, on pourra, si vous souhaitez, on peut continuer un peu à discuter. Et puis, par ailleurs, donc voilà, on voulait vous signaler qu'il y a les DVD, au fait, de Si je reviens. Donc, il faut qu'on libère la salle par rapport aux dispositifs, les micros et tout ça. Mais on va faire une vente de DVD si vous voulez les acheter. Et continuer à échanger. Donc moi, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement, avec beaucoup de gratitude, Laurent Burin-Desrosiers. Merci beaucoup à l'Institut français pour cette collaboration. Merci beaucoup Ernest d'avoir participé. C'est vraiment. Et donc merci beaucoup à Davide Cerullo dont les photographies illuminent donc ce programme. Et grand merci au collectif Sicozel et spécialement Luca Avanzini, non seulement pour sa traduction extraordinaire, mais donc pour cette exposition de photos qui a vu le jour aussi grâce à la complicité, à la bienveillance de Luca. Merci beaucoup à tous vraiment pour cette discussion formidable. Merci beaucoup. Et merci au Forum des images.